Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir le romancier Maxime Chatham, L'Appel du néant. Votre dernier livre paraît demain chez Albin Michel. Et cette fois-ci, le terrorisme et le renseignement sont de la partie, David. Et je vais commencer par la fin. Oh là. Mais le bouquin commence par la fin. Ah. Une jeune femme, Ludivine Vanquer, est emprisonnée dans une boîte. Elle est dans un cagibi dans le noir et vraisemblablement elle a été capturée par un tueur. On pense que c'est un tueur. On pense dans les 200 premières pages qu'il s'agit de cet homme qui attrape ses victimes, les strangule et ensuite a une particularité, c'est qu'il les découpe en morceaux grâce au TGV puisqu'il les met sur des voies ferrées pour qu'ils soient hachés. Et tout de suite, voilà, vous voyez Maxime Chatham qui se marre. Et puis petit à petit, on va évoluer du polar sur le serial killer avec quelque chose de très contemporain, très actuel, puisque c'est la lutte contre le terrorisme. Et là, peut-être, il faut venir aux origines de ce livre, parce que Maxime Chatham, il vient de me le dire, alors on discutait en coulisses, il me dit, mais j'ai dû changer le contenu du livre, parce qu'au moment où j'écrivais, je faisais des attentats à Paris, c'était il y a 2 ans. Dans 2 jours, 3 jours, c'est l'anniversaire des attentats de Paris, le Bataclan. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ce roman a une genèse un peu particulière, en effet, parce que j'ai commencé à travailler dessus en 2011, en partant au Liban, pour interroger des gens du Hezbollah. Et lorsque j'étais enfin prêt à écrire le livre, j'ai raconté l'histoire d'une double prise d'otage à Paris qui se couvrait et est arrivé Charlie Hebdo, les frères Kouachi, l'hypercacher, qui était à peu près ça. Donc j'y arrivais plus. L'écriture, ça doit être du plaisir, ça doit être tous les matins on se lève, il faut qu'on ait envie de le faire. Et j'avais plus cette envie. Donc au bout d'un moment, j'ai laissé tomber mon livre, ça ressemblait trop à ce qui venait de se produire. Et il m'a fallu du temps pour quelque part digérer tout ça et me relancer. Et donc j'ai écrit une nouvelle histoire. Cette fois-ci, je me suis dit, bon, je reprends mes personnages, etc. Mais cette fois, je vais raconter, ça c'est la version 2 du roman, l'histoire de comment... Parce que le romancier, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse la société, il prend sa documentation, puis après, il imagine ce qui pourrait se produire. Et moi, j'ai imaginé l'attaque de Bercy par des terroristes pendant un concert pour une star pour adolescents, etc. Parce que c'était symboliquement très fort de frapper la France dans ce cas-là de plus innocent, les enfants. Et arrive le Bataclan. Autant vous dire que j'avais plus du tout envie d'écrire le sujet. J'ai mis vraiment du temps. J'ai fallu que j'écrive autre chose de très très différent. Et il fallait faire pire surtout. Il fallait faire pire. Et non, il a fait pire. Non, je me suis pas posé cette question-là. En fait, moi, j'étais davantage dans la nécessité d'éprouver du plaisir, mais à un moment, il y a l'obsession de l'écriture. C'est-à-dire que si j'écris sur le terrorisme, c'est que j'ai une idée, c'est que j'ai envie d'aller quelque part, et il faut que ça sorte. Ça raconte quelque chose de la société. Pardonnez-moi de le dire avec ces termes, mais vous venez de nous dire qu'en fait, vous aviez inventé le Bataclan dans votre livre, ce que ça se passait à Bercy, et que les faits ayant eu lieu, vous avez été obligé de passer à autre chose et en fait de bouleverser l'organisation de votre livre. Oui, mais encore une fois, l'écriture, ça doit être du plaisir. Et c'est-à-dire qu'à un moment, on est tous traumatisés par ce qui se passe. Moi, je suis devant mon écran, puis les semaines passent et j'arrive pas à y retourner parce que je suis comme tout le monde, je suis meurtri, je suis choqué, je suis en état de choc. Et je me dis, le fond de cette histoire-là, c'est que j'ai besoin de parler du terrorisme pour des raisons particulières dont on parlera tout à l'heure, j'imagine. Mais je peux plus le faire sous cette forme-là. Et c'est là j'imagine, au bout d'un moment, il me faut du temps, j'imagine un scénario 3. Et cette fois-ci, je pousse les curseurs un petit peu plus loin. On n'en dira pas plus, mais au lieu d'être dans quelque chose d'ultra réaliste et d'ultra plausible, je me dis, ça pourrait se produire, je pousse un petit peu plus loin pour être presque à la lisière de ce qu'on voit dans les séries américaines sur le terrorisme. Et là, je me dis, bon, a priori, à moins de tomber sur un génie du crime... Et c'est là qu'on a le droit au plaisir. C'est parce qu'il a l'imagination déchaînée, il nous fait croire à l'existence d'un psychopathe inspiré par les thèses radicales les plus dingues, avec des rituels de massacre. Et là, on a envie de vous demander, mais est-ce que vous y prenez du plaisir à avoir tant d'empathie pour ces salopards-là, il se marre quand on lui dit ça. Oui, parce que c'est pas mon premier roman et qu'avant j'écrivais souvent sur des psychopathes terribles, des tueurs en série, et que on m'a déjà posé cette question et elle est légitime parce que j'écris parfois des trucs très noirs. En fait, j'éprouve pas du plaisir à me glisser dans leur peau, mais j'éprouve du plaisir à voir ce que ça va me permettre de faire. Encore une fois, le terrorisme, il est symptomatique, qu'on vit dans le monde entier aujourd'hui, il est symptomatique d'un mal que notre société porte en elle. Et on va pas se mentir, un thriller, c'est un prétexte. Le divertissement du thriller, c'est un prétexte pour parler de quelque chose de plus sérieux. Quand vous parlez de mal, vous avez beaucoup d'empathie pour vos personnages parce qu'il a fait 1 an de criminologie, donc il connaît la psychologie des tueurs. Et cette empathie, elle vous conduit à quelle conclusion? C'est que le mal existe ou qu'il y a toujours une raison psychologique à faire le mal?
Le mal étant un peu ma marotte depuis quelques années avec mes romans, moi j'ai une conclusion sur le sujet, j'ai ma définition. Le mal pour moi c'est l'hiatus qui existe entre ce que l'homme croit qu'il doit être, que la société lui demande d'être, et ce qu'il est fondamentalement, biologiquement, animalement parlant. Et dans ce hiatus-là, vous avez tout ce qu'il faut pour provoquer le mal, c'est-à-dire que ce hiatus exige une plasticité dans notre mentalité au quotidien, dans notre psyché, qui est telle que tous ne l'ont pas. Et que cette plasticité, parfois, elle explose, et ça donne les comportements qu'on a parfois, que nous, on va appeler des comportements maléfiques, le mal, etc. Mais le mal, c'est un fourre-tout, en réalité. Je mets de côté volontairement l'aspect religieux, etc., qui m'intéresse un peu moins, mais... Vous pensez qu'on peut tous devenir potentiellement des psychopathes? Je ne pense pas qu'on peut tous devenir des psychopathes. En revanche, je pense que selon la manière dont on s'est construit avec le temps sur nos propres failles, parce qu'on a tous des failles, tous des parts d'ombre, en fonction de la manière dont on les a gérées ou pas gérées, enterrées ou pas, etc., confrontés à certains moments de l'existence, on peut avoir des bascules. La question est de savoir quelle est l'amplitude de cette bascule. Est-ce que vous allez juste craquer, vous effondrer, etc., vous faire du mal ou faire du mal à l'autre? Et ça peut aller très loin. Vous avez préparé un petit cocktail de grands méchants serial killers. On en a pris 4 parmi les plus connus. Il y a Norman Bates, Hannibal Lecter, il y a l'homme du massacre à la tronçonneuse, etc. Il s'affiche à l'écran. Vous les connaissez, vous savez quels sont les ressorts du crime. Vous travaillez ça, vous ouvrez des dossiers, vous regardez les faits divers. Il y en a plein les journaux en ce moment. Vous dites, mais pourquoi il a fait ça ? Oui, ça m'intéresse parce que comment vous les décortiquez? Moi, c'est de la fiction, encore une fois. J'invente tout. Mais pour inventer, il faut connaître, il faut avoir de la matière à la base. Et pour ça, pour inventer un personnage de tueur en série qui soit cohérent, sur 500 pages, il faut connaître les tueurs en série. Donc oui, j'ai lu des centaines et des centaines d'affaires. J'ai parfois été avec les flics sur les scènes de crime, etc., pour comprendre. Et c'est comme une autopsie, on m'a déjà dit, mais comment vous faites pour raconter aussi bien les odeurs, les trucs? J'y suis allé, quoi. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai respiré. Et c'est ça que je décris. Je déteste le polar un peu facile, un peu feignant il rentre sur une scène de crime, l'odeur est immonde, il vomit. Non, enfin, c'est un peu horrible dit comme ça, d'accord, mais moi je vous décris les choses. Et là, vous vous êtes dit, ok, c'est horrible. Non, mais il est dans l'érotisme de l'horreur. Il déflore les choses comme ça. Vous avez quand même raté une carrière de journaliste. Vous pensez? C'est évident. Vous êtes un enquêteur. Oui, mais alors vous savez la différence. Vous le transcendez autrement et ça devient des romans et donc vous devenez un créateur. Oui, mais moi, pour le coup, je pense que j'aurais été un journaliste exécrable parce que moi, ce qui me plaît, c'est en effet ce travail en amont de journaliste qui est parfois très très long, très complexe. Mais en revanche, une fois que j'ai fait tout ce travail-là, moi, je prends tous les éléments. Et ces éléments-là, il y a des blancs entre eux, donc qu'on n'explique pas en psychanalyse, etc., en géopolitique. Et ben moi, mon travail, c'est de trouver une explication à ces blancs, mais en tant que romancier, donc je l'imagine, je l'invente. Et ça, je peux pas le faire. Et d'ailleurs, Maxime Chatham m'a dit, mon bureau, c'est comme un bureau d'enquêteur, parce que pour qu'il se retrouve dans ces 80 chapitres et qu'il n'y ait pas d'incohérence, il doit mettre des post-it partout. Il y a des photos de ses propres personnages que vous profilez dans votre écriture. Alors complètement. Pour le coup, ça c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, un psychopathe dans un de mes romans, je vais devoir le détailler en amont. En revanche, on me dit, mais comment vous faites? C'est simple, je sais pourquoi j'écris un livre. Je sais ce que je veux raconter dans mon livre. Quel est le sous-texte, finalement, la vraie raison d'écrire le livre. Une fois que j'ai ça, je trouve le psychopathe, on va dire ça comme ça, qui va incarner au mieux ces failles que je veux mettre en avant. Et donc, je développe sa psyché pour qu'elle corresponde dans ses actes à ce que j'ai envie de raconter. Une dernière chose, lundi, on a remis le Renaudot et le Goncourt. Finalement, les prix littéraires, ils vont à un petit milieu. C'est le milieu du roman littéraire avec littérature marquée sur le front. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne prime jamais un grand polar, un grand thriller? C'est pas une revendication pour votre corporation, mais vous vous dites pas, mais c'est aussi de la littérature. Moi, je vis un peu loin de Paris, je suis pas dans tout ça, donc je ne serais même pas capable de vous dire qui a eu les prix littéraires cette semaine. Donc, et vous n'allez pas manger chez Drouin? Non, voilà, donc non, en fait, j'ignore tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, ce que je fais, c'est les livres qui me permettent de raconter quelque chose qui est pour moi important, qui est fort, et j'ai envie de divertir les gens, de les amuser, parfois peut-être en leur faisant un petit peu peur. Vous savez quand même qu'il y a eu le Goncourt. Oui, j'ai passé la journée aujourd'hui à la section de recherche de Paris pour présenter mon livre, donc j'étais hors du temps. Ah, la section de recherche chez les flics? Oui, les gendarmes, oui. Les gendarmes, pardonnez-moi. Je précise quand même que vous avez vendu plus de 7 millions d'exemplaires de vos livres. En France, oui. Et en France, oui. Et que je crois que vous avez commencé à écrire à l'âge de 13 ans? C'est ça, oui. Voilà, ces deux chiffres. Mais j'écrivais des choses un peu moins noires quand même à l'époque. Tant mieux.